Alors, d'une part, je nomme les 4 centres qui ont participé à cette étude. Il y a bel et bien 6 centres dans le réseau d'éducation populaire à Montréal, mais ce projet spécifique-là a été initié avec les 4 centres, l'AEPP, les ateliers d'éducation populaire du plateau, le PEC, le pavillon d'éducation communautaire Hochelaga-Maisonneuve, le comité social Centre-Sud et le centre éducatif communautaire René Goupil. Les objectifs de la recherche étaient, d'abord, il faut dire que ce projet donne suite au projet Les 6 centres d'éducation populaire à Montréal, un bien commun, qui avait été mené par le service aux collectivités avec Paul Bélanger et 2 assistantes de recherche, Bourret et Ouellette. Notre objectif général dans cette recherche est de démontrer la pertinence et la singularité de l'action éducative des centres d'éducation populaire. Nous voulions toujours comprendre la mission éducative des CEP dans leur contexte, c'est-à-dire dans leurs quartiers respectifs, et avec les demandes sociales singulières à chacun de ces quartiers-là. Identifier les actions d'éducation populaire des CEP, documenter leur impact dans leurs quartiers respectifs, à court terme et à moyen terme, à long terme, et formuler des pistes permettant d'optimiser les actions éducatives ainsi que la mobilisation des ressources requises pour pérenniser les actions. Juste pour vous donner une petite idée, pour l'année 2012-2013, chacun des centres comptait entre 600 et 950 membres. Là, il s'agit de personnes actives, c'est-à-dire inscrites à des activités. Il y a plusieurs autres centaines de bénévoles et personnes qui passent par les centres à chaque année. Dans le rapport complet, on fait un portrait complet justement des centres. Et voici comment nous avons structuré la démarche de l'étude. On a tout d'abord fait une recension des écrits sur l'éducation populaire à Montréal, au Québec et à l'international. On a fait la conception d'une ligne du temps de l'éducation populaire qui apparaît dans le rapport complet. Ensuite, on a construit des fiches descriptives pour chacun des centres. Et puis, on a fait un portrait du travail de proximité de chacun des centres dans leur quartier, parce qu'au-delà ou parallèlement avec les activités d'éducation populaire et autres activités, il y a un travail qui se fait de réseautage, de partenariat dans le quartier, donc on a voulu documenter ça. Et puis, on a fait 2 séries d'entrevues avec les directeurs des centres et avec 15, on les appelle des acteurs de proximité, ceux qui travaillent dans les centres. Donc, 2 séries d'entrevues collectives avec les acteurs des centres et une série avec les directeurs des centres. Les 3 thèmes qui structuraient les entrevues et donc qui structurent le rapport et les constats dont Paul va vous parler dans un instant sont 1. La demande socio-éducative des centres dans leur quartier, des quartiers pour les centres, pardon. Le 2e thème, c'est la formation éducation offerte dans les centres, mais aussi la formation des formateurs dans les centres. Et le 3e thème, c'est l'impact des activités et des centres dans leur quartier. D'abord, juste s'entendre sur c'est quoi l'éducation populaire. Dans certains pays, on appelle ça l'éducation sociale, comme au Japon. En Europe, on appelle ça souvent l'éducation communautaire en Angleterre, l'éducation socio-culturelle au nord de l'Europe, etc. C'est quoi l'éducation populaire? En éducation des adultes, au plan international, à l'UNESCO, il y a 3 grands piliers d'éducation des adultes. Bien sûr, la formation reliée au travail, bien sûr, la formation générale et académique, mais aussi l'éducation populaire. Le banc ne sera pas solide s'il n'y a pas les 3 pattes. Et ça, c'est important, surtout que pour les milieux populaires, l'éducation populaire est en plus une porte privilégiée de réentrer dans le réseau éducatif en retrouvant une estime de soi, en retrouvant le goût d'apprendre, en se démarquant de sa peur de retourner à l'école, etc. Et c'est un pilier qui, en effet, a un effet de démocratisation indirecte. On va y revenir. Les citoyens ont le besoin, ont le droit d'apprendre et ont la curiosité naturelle. Elle ne peut pas être limitée uniquement à la formation académique ou professionnelle. Il y a des problèmes au niveau de la santé, au niveau du rôle parental, au niveau de l'initiation à l'informatique pour participer à la société d'aujourd'hui. On va y revenir tantôt. Donc, c'est ça qui est important. Et le constat qu'on fait, c'est que l'éducation populaire,
C'est le développement des compétences et des savoirs qui permet aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui de réaliser leurs projets personnels et leurs projets sociaux. On a besoin de compétences, pas juste dans le travail, mais aussi, écoutez, on va vivre 700 000 heures, on va à peine en travailler 90 000. On peut-tu se former pour le reste aussi? Bien sûr, les gens moyens peuvent suivre des cours d'espagnol, aller aux cours d'espagnol en Espagne, etc. Mais les gens qui sont avec des revenus familiaux limités, ces centres-là sont majeurs en termes d'accès. Surtout que les activités d'éducation populaire, c'est très important de le comprendre. Il n'y a pas de limite. Tu n'as pas besoin de secondaire 5 pour participer à l'activité. Tout le monde a accès à l'activité. C'est gratuit. Puis en plus, les activités sont centrées sur les intérêts d'abord primaires des gens. C'est pour ça que ça joue un rôle extrêmement important dans le développement de l'éducation tout au long de la vie dans nos sociétés. Donc, c'est le développement des compétences, et ça par toutes sortes de moyens, des cours ouverts à tous, je viens de le dire, des sessions d'information, des ateliers pratiques, des ateliers de couture, de cuisine, de peinture, de bénisterie, etc. Des espaces familiers de rencontre. On va le voir tantôt, l'impact de ça est extrêmement important. Sortir les gens de leur isolement et leur permettre de participer activement à la société. C'est un impact pour les citoyens, mais c'est aussi une diminution des coûts sociaux pour la société extrêmement importante. C'est un investissement rentable, c'est bien celui-là. Évidemment, les cliniques de services juridiques, de services d'aide, etc. Donc, le constat. D'abord, ce qu'on constate, c'est que l'approche éducative des centres d'éducation populaire de Montréal est tout à fait typique de l'éducation populaire dans le monde. D'abord, c'est de l'apprentissage interactif. C'est de la conversation. On libère la parole des gens. C'est pas juste quelqu'un qui parle en avant comme moi, puis vous écoutez en silence. C'est vraiment un dialogue. Et ça change beaucoup. Redonner la parole à la population. Deuxièmement, c'est axé sur des felt needs, sur des besoins ressentis. On part de ce qui est important pour les gens dans leur vie quotidienne. Et à partir de ça, on élargit. Ça change tout. Ensuite, relié au connu. L'éducation populaire, ce n'est pas un arrosoir de savoir sur une terre infertile. L'éducation populaire, c'est permettre aux gens d'avoir les savoirs, les savoir-faire nécessaires pour être capables de poursuivre leurs projets, leurs rêves et de répondre à leurs besoins. Et évidemment, c'est des séquences planifiées. Ce n'est pas juste une activité de loisir par-ci par-là, c'est des séquences planifiées. 2, 3, 4, 5 rencontres planifiées sur, par exemple, l'alimentation équilibrée, sur l'initiation à l'informatique, etc. Et pour ça, les centres d'éducation populaire de Montréal, ce qu'on a observé, c'est qu'ils encadrent leurs formateurs, ils leur donnent un support, ils leur donnent une formation minimale, et certains sont bénévoles, d'autres ont une certaine rémunération, etc. Mais l'encadrement des formateurs est majeur pour cette éducation alternative dont le vice-recteur a bien parlé tantôt. Donc, des exemples d'activités qu'on a constatées dans les centres, c'est par exemple des ateliers de formation de 2, 3, 4, 5 rencontres. D'abord sur langue seconde, sur la compétence emploi, sur peinture, musique, etc., sur les arts, sur l'alimentation, très important, sur la santé, sur le conditionnement physique, formation à l'informatique. Et formation à l'informatique, écoutez, en Europe actuellement, j'ai l'avantage d'être très actif au plan international de l'éducation des adultes, c'est le cours le plus populaire auprès des milieux populaires actuellement dans le nord de l'Europe. Les gens veulent être capables de vivre dans la société d'aujourd'hui et d'avoir une initiation rapide pour être capable d'utiliser cette source d'information qui est maintenant majeure. Des activités socio-éducatives de toutes sortes, des réunions de gens de même quartier pour résoudre un problème commun, etc., aussi au niveau du loisir. Des services techniques, cliniques juridiques, centres d'informatique, des prêts de locaux, et ça aussi c'est important. Les centres, on s'est aperçu que les centres ont une fonction silencieuse, mais extrêmement majeure, c'est la maison du quartier. C'est l'espace du quartier ouvert à tout le monde où on peut faire toutes sortes de réunions. Et qu'est-ce que ça les fait? Ça les fait de changer l'image. Ce n'est pas l'image d'une institution scolaire
dont on a peur de traverser le portique, c'est l'image de lieu qui est familier dans le quartier. Et ça, précisément, permet par la suite à ces gens-là de ne pas avoir peur d'entrer dans les institutions plus scolaires, etc. L'impact général, d'abord, le principal impact qu'on a constaté, c'est briser l'isolement. Qu'une personne soit capable de sortir de chez elle, de convaincre son chum, de convaincre sa femme, de convaincre ses enfants que ce soir, faites la vaisselle, je m'en vais, j'ai un cours d'alimentation équilibrée, etc. C'est pas juste le cours qui est important. C'est permettre à cette femme-là de devenir une citoyenne du quartier, d'entrer dans des rapports secondaires avec d'autres, au niveau de sa santé psychologique, au niveau de sa capacité de jouer un rôle de citoyen, ça change tout. C'est le premier impact qu'on a constaté. Le deuxième, évidemment, ça va de soi, c'est le développement des connaissances dans tous ces domaines-là, le changement des habitudes de vie. Quand tu n'as plus de budget, puis que tu sais à quel point l'alimentation équilibrée est importante à la santé, tu as besoin d'avoir accès à de l'expertise pour t'arranger, pour avoir une alimentation équilibrée en dépit de. Le développement de la capacité d'action individuelle et citoyenne, ça va de soi, et l'implication. L'impact spécifique au niveau du quotidien, ça aussi c'est important. Parce que ces cours-là ont aussi répondent à des besoins ressentis. Je l'ai dit tantôt, ce qui crée l'éducation populaire, c'est tout le monde y a accès, c'est une séquence d'activités qui répond à des besoins ressentis au quotidien par les personnes. Et troisièmement, on a un objectif d'accroissement de la capacité autonome de cette population-là. Donc, des compétences incluses en cuisine, évidemment, en art, en informatique, en langue seconde, en rôle parental. Le rôle parental, aujourd'hui, au niveau scolaire, est majeur. On regarde les inégalités scolaires actuellement, comment le tiers de nos familles dans nos écoles arrivent à l'école primaire où les enfants n'ont pas eu accès encore à la lecture et à l'écriture, alors que les 2 tiers ont accès à l'écriture et à la lecture. Corriger cette inégalité-là, ça change tout. On s'aperçoit actuellement que les enfants des parents plus scolarisés savent déjà lire et écrire lorsqu'ils arrivent à l'école. Ça change le curriculum. Il faut qu'on ait non seulement un préscolaire 4 ans qui corrige ça, mais les centres d'éducation populaire sont un lieu extrêmement important pour permettre aux parents de jouer, d'avoir les compétences pour jouer le rôle parental qui fait toute la différence en termes d'égalité des chances à l'école, etc. Et c'est effectivement aussi l'effet synergique de ces activités-là. Quand tu participes à plusieurs activités comme ça, tu changes. Je donnais à un journaliste ce matin l'exemple, lorsque le gouvernement avait, en 1984, coupé des fonds importants à l'éducation populaire, il y avait la présidente de la FEAS, c'est pas quelque chose de la FEAS, c'est le groupe d'association des femmes du milieu rural au Québec, Solange Gervais, qui était une femme qui a joué un rôle extrêmement important dans les années 70 et 80. Et le représentant du gouvernement dit, écoutez, là, des cours de macramé, des cours de tricot, des cours de cuisine, c'est quand même pas important. Et Solange Gervais avait répondu, vous savez, si moi je n'avais pas commencé par ça, je ne serais pas rendu là où je suis. Commencer par ça, ça veut dire quoi? C'est retrouver le goût d'apprendre, retrouver l'estime de soi, retrouver la confiance dans le besoin de se développer, puis de développer son milieu média, etc. Ça fait toute la différence. C'est un investissement majeur au niveau de la santé au Québec, au niveau de la participation citoyenne, c'est bien sûr là. L'éducatif à long terme, c'est effectivement de permettre à beaucoup de gens de revenir aussi. Écoutez, on apprend tout au long de la vie, mais ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'apprendre tout au long de la vie. Un des gros obstacles dans nos recherches sur retourner à l'éducation pour les adultes, c'est la peur de ne pas réussir. C'est le trauma fait de toutes nos expériences passées négatives qu'on a eues à l'école. Ces centres d'éducation populaire-là sont un lieu extraordinaire pour donner une expérience positive qui corrige ça. Ça renverse complètement la dynamique de ces biographies éducatives. Et ça, c'est extrêmement important. L'autre élément important de ces centres-là, c'est évidemment le travail de proximité. Ces centres-là sont un lieu convivial dans le quartier qui permet aux gens de se rencontrer, qui permet de créer des réseaux. Créer des réseaux, c'est toute la différence. Sortir de ses rapports primaires, créer des réseaux avec d'autres, c'est accroître sa capacité de solution de problèmes de façon exponentielle. C'est aussi un incubateur
d'une vie communautaire du quartier, et on le voit très bien. On le voit dans les 6 quartiers où sont les centres, etc. Chaque centre est donc à la fois un pôle de formation, un pôle d'accueil, un pôle d'information. Et ce travail de proximité est important. C'est des centres culturels et éducatifs extrêmement importants, accessibles. Accessibles. Je ne répéterai jamais assez le mot accessible. Pas juste accessible physiquement, ils le sont, mais accessible culturellement, et ça fait toute la différence. La suite. Vous avez dans le temps? La pertinence des montées des scènes dans leur quartier, vous allez voir dans le rapport détaillé tous les données, là, on n'a pas le temps d'y aller. C'est clair qu'il faut assurer la pérennité de leur mission. Cette mission qui existe depuis 40 ans, il faut la poursuivre. En 1964, il y a là-dessus plus de 50 ans, j'ai eu le privilège de participer à la première réunion d'analyse de besoins de Centre d'éducation populaire à Montréal, avec, à l'époque, Jean-Paul Lefebvre, que ça fait peut-être, non, juste mon âge, que ça rappelle de Jean-Paul Lefebvre. Et on avait fait ça dans Saint-Henri, etc. Et c'est tranquillement qu'on a créé les centres, un par un, etc. Maintenant, la plupart ont plus de 35 ans de vie, etc. Maintenant qu'ils sont enracinés dans le quartier, maintenant qu'ils arrivent à jouer ce rôle de casser le mur qui sépare les gens scolarisés de le reste de la population, alors qu'on a besoin de continuer d'apprendre tout au long de la vie, on ne peut pas arrêter ça. Ça serait une perte de retour sur les investissements énorme. Donc, d'assurer aussi la conservation des lieux, c'est extrêmement important. Vous savez que certains de ces bâtiments-là ont besoin de réparations majeures en raison de la moisissure dans les murs, etc. Il est important que ça soit corrigé rapidement. Et aussi de leur procurer les moyens de poursuivre et d'intensifier leurs activités. Donc, on va passer à des questions de la salle, à des débats, et je laisse la parole à la maître de cérémonie. Merci. Ben, ça conclut notre présentation. Reste ici en haut. On a un petit 15 minutes pour soit répondre à vos questions, soit discuter par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce qui serait dans le rapport. Je vais prendre les questions. Côté-moi de ce côté-ci. Je vais tirer un micro. Allez-y. Pardon. Bonjour, merci à Paul et l'équipe d'avoir continué à scruter à la loupe l'excellent travail qui est réalisé dans ces milieux de vie que vous avez si bien décrits. Merci au vice-recteur aussi de nous avoir rappelé collectivement que l'éducation, c'est pas seulement quelque chose d'académique dans les structures qu'on connaît bien et qui sont à valoriser bien sûr, mais aussi cette éducation populaire qui nous rend forts et forte comme population. J'avais une question à M. Bélanger. Vous avez, puis c'est sûr que je n'ai pas eu le temps de lire la recherche, mais vous avez mentionné qu'au niveau des apprentissages, bon, vous avez parlé de la langue, l'informatique, la cuisine. J'ai vu très peu de choses au niveau de l'apprentissage des droits. Et j'étais très, très, très surprise. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, s'il vous plaît. On a constaté d'abord qu'il y a des cliniques juridiques. Et ça, c'est un gros élément. Des formations sur les droits, on n'en a pas constaté des formations structurées, d'une 5 ou 6 rencontres sur les droits, mais les cliniques juridiques et les cliniques sur la fiscalité, sur la négociation de l'endettement, etc. Ça, c'est fait tout sur forme de cliniques et de services ponctuels reliés à un montant. Mais ces activités-là sont importantes parce que c'est aussi de l'éducation informelle, on parlait tantôt, qui sont extrêmement importantes. Parce que ça conduit aussi à d'autres activités plus structurées par après. J'ajouterais, il y a certains des centres aussi qui accueillent des organismes de comités de chômage et de comités de parents des quartiers qui agissent en termes de dissémination puis échange sur des questions de droits civils et autres formes de droits. Allez-y. Deux questions. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des clientèles qui sont rejointes et pourquoi il n'y en a pas dans l'ouest de l'île?
Il faudrait que je vous fasse une carte économique de Montréal et vous auriez mes réponses. Je ne pensais pas par hasard si ces 6 centres-là sont placés dans des lieux où il y a une majorité de gens qui sont à revenus en bas de la moyenne. Et ça, c'est majeur. C'est vraiment un effet correctif extrêmement important. C'est la première, c'est peut-être la principale raison. Bien sûr, il y a des demandes d'éducation populaire dans tous les quartiers de la ville et c'est à espérer que d'ici quelques années, le gouvernement, dans sa politique d'éducation des adultes, n'oublie pas la 3e patte de l'éducation tout au long de la vie. Ça, c'est évident. Mais le maintien de cette action prioritaire dans les milieux à faible revenu en termes d'éducation populaire est majeur. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la carte de la pauvreté s'est disséminée également dans le nord et dans l'ouest. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a bien d'autres besoins. Je suis bien d'accord. Vous suggérez que ça prendrait plus de centres, donc, sur la Montréal. C'est réconfortant sur la vitalité du tissu communautaire. En même temps, il y a des actions citoyennes aussi dans l'Ouest. On le sent, il y a des réseaux qui émergent, il y a des mobilisations. Par exemple, quand on regarde les équipements collectifs à Montréal, il y en a pas mal dans les quartiers centraux. Il y a encore des quartiers de l'ouest de l'île où il n'y a pas de piscine intérieure, par exemple. Alors, mais la question de la pauvreté, ça, pour moi, c'est un argument qui est à nuancer parce que dans l'ouest de l'île, il y a aussi de la pauvreté. Non, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème ailleurs. Mais je dis que dans le cadre actuel, là, on peut au moins maintenir actif et développer ce qui existe déjà, puis ne pas oublier le reste, je suis d'accord avec vous. Mais le problème auquel on fait face, c'est le danger de voir toute cette infrastructure majeure pour l'avenir éducatif de Montréal disparaître. Bien sûr, il faut le développer ailleurs, je suis bien d'accord avec vous, mais au moins, perdons pas ce qu'on a. Il y avait juste une question derrière vous, puis je reviendrai. Bonjour, moi c'est Valette Martin du Carrefour d'éducation de Pointe-Saint-Charles. Je tiens à féliciter l'UQAM par cette structure, mais les chercheurs aussi, le professeur Paul Bélanger et son équipe de cette recherche qui a vraiment toute son importance. Moi, j'ai eu la chance de commencer ma maîtrise ici à l'UQAM, puis de terminer par un doctorat en sciences d'éducation à l'Université de Montréal. Je suis membre du CA du Carrefour d'éducation populaire. Vous avez écrit ici ce que j'ai vécu pendant 8 ans au Carrefour d'éducation populaire. C'est un espace qui n'a pas de prix pour les populations. Et pour faire un pouce à la question de monsieur, nous avons dans ces centres aussi la possibilité d'accueillir des gens qui viennent d'ailleurs, de notre quartier. Mais retenez quand même que ces centres-là, les 6 centres, sont dans les quartiers les plus défavorisés de la ville. Et lorsque vous côtoyez quotidiennement les personnes qui fréquentent ce centre-là, ne pas y apporter suffisamment de ressources et ne pas défendre cette éducation-là, c'est rendre malade la société. C'est négliger une partie des individus qui n'auront pas de santé mentale. Et c'est très très important de comprendre que l'éducation ne doit pas se limiter à des structures trop formelles. Merci infiniment pour votre recherche. Merci pour votre commentaire. Je prendrai votre question. Alors, Carole Poirier, députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Je comprends qu'on fait le portrait de l'éducation populaire dans les 6 centres, les 4 centres qui ont collaboré, mais l'éducation populaire se fait de façon aussi beaucoup plus large dans l'ensemble des centres communautaires de Montréal. Il faudrait que ça rejoigne la question de mon collègue. Est-ce qu'une deuxième étape ne serait pas justement de documenter l'ensemble de l'éducation populaire qui se fait sur le territoire de la ville de Montréal? Oui, et sur l'ensemble du Québec. C'est dans 1983 qu'on a amputé beaucoup les budgets d'éducation populaire au Québec. D'ailleurs, comme en France, la France et le Québec ont le même parcours, alors que c'était majeur en France. L'éducation populaire en France a monté à l'intérieur de la résistance française pendant la Deuxième Guerre mondiale et a explosé de façon extraordinaire par la suite. Ça a été coupé par après. Au Québec, ça a été coupé la crise du pétrole à la fin des années 70, les restrictions, on va rappeler les restrictions. Et heureusement, la CSDM, il faut saluer la CSDM, qui a eu le courage de maintenir les 600 malgré tous les coupures, etc. C'est le pont historique entre ce passé et l'avenir qu'on va développer au cours des 10 prochaines années. C'est clair, c'est important. Et c'est important de faire l'analyse du besoin d'éducation populaire. Juste pour vous donner un exemple, au niveau de l'éducation populaire et la santé,
On sait que si on réussit l'éducation populaire et la santé en termes de santé publique, on va diminuer les coûts de soins curatifs de 20% sur une période de 10 ans. 20%, c'est beaucoup dans le budget québécois. Et là, je ne parle même pas de la santé préventive. On pourrait parler bien d'autres domaines. C'est extrêmement important d'accroître. L'État-providence de demain, elle va survivre, c'est l'État-providence participative, misant sur la créativité citoyenne aussi. Mais ça demande des ressources éducatives. Bonjour, Jean-François Ducharme, journaliste pour Actualité ICAN. Votre recherche démontre la pertinence des CEP, mais depuis plusieurs années, les CEP, justement, tirent la sonnette d'alarme avec la fin du bail qui est liée à la CSDM en 2015, avec les importants travaux de rénovation aux immeubles, avec la possible fin de la subvention et toutes les compressions à la CSDM. Est-ce que vous pensez que votre étude pourrait avoir un impact pour assurer la survie de ces centres d'éducation populaire? C'est peut-être au directeur des centres de répondre plutôt qu'à nous. Ben, moi, je dirais qu'on l'espère de tout notre cœur. Hein? Aujourd'hui, on espère qu'on est en train de dire qu'il va sortir de cette salle et que les gens vont comprendre qu'il ne faut surtout pas lâcher maintenant. Et on compte sur vous tous, s'il vous plaît. Merci. J'ajouterais à ça qu'évidemment, la recherche, et c'est la mission du service aux collectivités, c'est d'aider les groupes à se documenter pour donner une légitimité et une pertinence à leur argument, parce qu'un discours sans chiffres, sans données, sans documentation, c'est plus difficile à porter pour demander une action, pour demander un sauvetage, comme dans ce cas-ci. Cette recherche-là, qui s'ajoute aux autres qui ont été faites avant en lien avec les centres d'éducation populaire à Montréal, ajoute cet aspect de pertinence et de légitimité à la demande que les centres avaient déjà formulée. Ben, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions formelles, ce que je ferais, c'est que j'inviterais le sous-ministre, M. Éric Thibault, sous-ministre adjoint à conclure cette séance. Bonjour, sous-ministre adjoint. C'est toute la différence. Je ne répéterai pas non plus le titre qui est très très long. Essentiellement, ce que ça dit, c'est que je m'occupe du financement des infrastructures et des relations de travail. Donc, ici, il y a deux raisons pour lesquelles je suis là. C'est le financement et les infrastructures, entre autres, on en a parlé tout à l'heure. D'abord, je vais revenir aussi sur, peut-être pour répondre à la question du journaliste de l'université. J'ai peut-être certains débuts de réponse du même. D'abord, j'aimerais saluer certaines personnes qui sont les acteurs ayant œuvré à cette étude. Monsieur et Madame Bélanger, c'est bien ça. Monsieur Labricli et aussi Madame Mongrain et Monsieur Laure. C'est aussi avec l'honneur que j'ai accepté d'être présent. Puis je suis aussi surpris de voir et content de voir que ça suscite beaucoup d'intérêt, ce qui va peut-être aider pour la suite des choses aussi. Parce que quelqu'un vient de le mentionner aussi, c'est la documentation peut-être qui manque autour de la problématique, qui permet justement de documenter les décisions et les services. Avant de parler de la raison pour laquelle je suis très heureux d'être ici, je vais vous parler un peu de mon expérience, moi, avec les centres d'éducation populaire. Ça ne sera pas très long. J'ai commencé mon nouvel emploi en septembre 2013, puis à mon arrivée à mon bureau, le premier appel que j'avais à retourner, c'était à M. Roger Leclerc, porte-parole de l'Intercep, qui voulait déjà me sensibiliser sur la situation précaire des centres. Cet appel fut suivi de quelques rencontres à Montréal, au PEC une fois, au Centre-Sud une autre fois, d'autres rencontres à Québec, puis plusieurs autres appels, mais aussi par le début de travaux pour documenter d'abord la situation immobilière et financière des centres. Ce travail avait déjà été entrepris dans les années avant moi, mais on a continué finalement de documenter ces problématiques-là avec aussi la Commission scolaire de Montréal. Donc, depuis à peu près 15 mois, je suis assez sensibilisé au rôle important des centres et des enjeux auxquels ils font face. Juste les visiter, je pense que ceux qui ne l'ont pas visité, ça parle. C'est une image vaut 1000 mots. Je vous dirais que ces centres-là, pour pas non plus connaître, je ne connaissais pas nécessairement tout ce que vous faites. On voit que ça traite avec des clientèles qui en ont vraiment besoin. Puis à certains égards, sans ces centres-là, on peut penser que ces centres-là, c'est les derniers remparts
avant la rue dans certains cas et autres. On le voit clairement quand on les visite. Bon, revenons à la raison que je parlais plus tôt. Le rapport rendu public aujourd'hui établit clairement la spécificité des centres d'éducation populaire de Montréal et leur importance pour leur milieu. Puis je vais expliquer pourquoi c'est important pour le ministère de l'Éducation. La spécificité est rattachée à certains éléments qui me semblent importants. J'en mentionnerai donc deux. Le premier, c'est le volet multidisciplinaire des centres. Ce qui fait que ce que ça veut dire, c'est qu'ils offrent un paquet de services, que ce soit de l'alphabétisation, accueil des immigrants, lutte au chômage, des ateliers comme vous mentionniez tantôt. Ce qui fait que ça touche plusieurs spectres, que ce soit l'éducation, la santé, services sociaux, la sécurité sociale ou autre. Ce qui fait qu'à cause de cette multidisciplinarité, c'est comme si c'est pas... ça touche plusieurs secteurs, donc c'est pas un secteur en particulier qui pourrait être pris en charge. C'est que ça, c'est le premier élément qui est particulier. Le deuxième est rattaché aussi à l'histoire même de ces centres qui sont issus il y a bien des années de la CECM à l'époque, la CSDM. Monsieur Bélanger l'a mentionné tout à l'heure, que la CSDM avait continué d'héberger à certains égards, à titre quasi gratuit, les centres. Ce qui fait que le passé rattaché à la CSDM est aussi fait partie de la situation et qui touche particulièrement le NES à cet effet-là. J'avais évoqué aussi lors de certaines rencontres aux responsables des CEP dans nos discussions sur les scénarios possibles pour trouver une solution pérenne quant à l'occupation et au financement des activités des centres. Il est clair que le rapport de recherche à l'égard de la spécificité permettra de documenter nos scénarios, ce qui rendra plus robustes nos recommandations aux autorités. Au niveau de l'historique, je viens d'en parler, le destin est très étroitement lié à l'évolution des activités de la Commission scolaire de Montréal, car au fil du temps, l'éducation populaire a pu faire partie du rôle de la Commission scolaire, comme de d'autres commissions scolaires aussi. Donc, l'occupation par les centres de bâtiments scolaires jugés excédentaires par la Commission scolaire est un exemple éloquent de ce lien historique. C'était aussi pour cette raison que le ministère de l'Éducation, Loisirs et Sports compte sur le soutien de la CSDM afin de trouver une solution durable. Sans ce soutien, il nous sera difficile d'arriver à bon port. Je tiens à vous rassurer, les discussions vont bon train avec la CSDM et les scénarios de solutions évoluent positivement. Enfin, le rapport présente des recommandations claires qui interpellent le ministère de l'Éducation, Loisirs et Sports, la Commission scolaire de Montréal ainsi que le gouvernement dans son ensemble. À cet effet, je dois souligner que certaines de ces recommandations sont directement alignées avec les travaux qui sont en cours, tant au niveau de la recherche d'une solution pérenne pour l'occupation des bâtiments que pour la continuation des CEP. J'ai repris le terme de la recommandation, c'est-à-dire pour les frais de fonctionnement au cours des années dans le futur. Bon, j'aimerais terminer en soulignant le travail important réalisé par les personnes œuvrant dans les centres d'éducation populaire de Montréal. Comme je vous disais, pour avoir vu l'environnement de travail pas toujours facile et la clientèle qui est desservie, je suis personnellement convaincu du rôle des CPE car ils constituent un rempart et parfois le dernier. On se demande s'il n'y avait pas les CPE, où se retrouveraient les clientèles. CEP, CPE, oui, deux dossiers. Sans CPE. Je suis personnellement convaincu du rôle des CEP. Par conséquent, soyez assurés que nous continuerons à travailler à trouver une solution durable. Ça, c'est l'engagement qu'on peut prendre au niveau administratif, de continuer les discussions avec nos partenaires, que ce soit le Conseil du Trésor et la Commission scolaire de Montréal. Je vous remercie à tous et merci de m'avoir donné le mot de la fin. Merci. Ben, il me reste à remercier tout le monde et entre autres, ça se passe comme ça dans les centres. Hein, les animateurs, éducateurs, formateurs dans les centres ont souvent des contrats, c'est-à-dire que ce sont des employés, mais ce sont aussi des militants, bénévoles, extrêmement généreux et polyvalents. Cette recherche est faite aussi dans cet esprit-là, puis je voudrais remercier Paul Bélanger et David Labrie-Cliss, Claire Vanier du service aux collectivités et les 4 directeurs qui ont été impliqués dans la recherche parce qu'on y a mis beaucoup de temps bénévolement, par plaisir et par conviction, qui vient supporter ce qu'on a dit tout à l'heure. Je vous invite à peut-être vous rendre dans le hall. Je pense qu'il reste quelques muffins, biscuits, café. On peut continuer à discuter.